Bonjour et bienvenue à l'émission Le Régional, votre bulletin d'information de la vallée du Richelieu. On débute cette émission avec Marc-Antoine Harvey qui nous présente les actualités locales. Ensuite, je rencontre Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar, qui nous parle des projets liés à la subvention de 738 000 $ du ministère de l'Environnement. Par la suite, Mme Lisanne Tremblay présente les nouveaux locaux de l'école secondaire de Chambly qui accueille près de 1200 élèves. Et on termine avec Audrey Chain de Blue Eden qui nous en apprend sur la cybersécurité pour les PME. Le régional débute à l'instant. Bonjour. Comme à chaque semaine, TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La nature et la créativité seront à l'honneur lors de la 17e édition de Création sur le champ à Mont-Saint-Hilaire du 16 au 20 octobre. 12 artistes, dont certains venant de l'international, transformeront des matériaux naturels tels que de la tourbe, le saule et même des pommes en œuvres éphémères au pavillon de la pomme. Le public est invité à assister au processus de création dans le verger. Le dimanche 20 octobre à 11 h, les œuvres finales seront dévoilées et une bourse de 1 000 $ sera remise à l'artiste ayant créé l'œuvre la plus marquante. Nouveauté cette année, des visites nocturnes éclairées auront lieu le 25 et 26 octobre, permettant de découvrir les œuvres sous un nouveau jour. Le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu a reçu un financement de 738 000 $ pour les 3 prochaines années. La somme annoncée par Simon Jolin Barrette, député de Bordua et ministre de la Justice, vise à soutenir une gestion durable de l'eau dans la vallée du Richelieu. Ce soutien permettra également de mobiliser les acteurs du milieu agricole, communautaire et municipal afin de protéger les ressources en eau. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, a souligné l'importance de ce financement pour la préservation de l'eau au Québec, rappelant que la protection de cette ressource est une priorité pour le gouvernement. Les organismes de bassins versants, dont plusieurs œuvrent depuis plus de 20 ans, joueront un rôle crucial dans cette initiative, tout en s'assurant de la pérennité des ressources en eau pour le futur. Les Ailes, un groupe de 5 comédiennes amateurs issues de la troupe de théâtre des Deux-Rives, propose 2 lectures publiques des 4 Clémentines éparpillées, une fable théâtrale écrite par Élise Héroux. L'histoire aborde des thèmes de solitude, de vieillesse et d'espoir avec un ton à la fois drôle et touchant. Les comédiennes Nicole Frérot, Lynn Godette, Carole Harel, Jacinthe Rouleau et Véronique Reed incarnent des personnages hauts en couleur, offrant une interprétation sensible et pleine de vie. Les représentations se tiendront à la Maison de la Culture Villebon à Belleuil le samedi 26 et le dimanche 27 octobre. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec a dévoilé les finalistes de la 24e édition du concours Prix Femmes d'affaires du Québec. 2 dirigeantes de la région se distinguent. Audrey Bernard est en lice dans la catégorie Entreprise privée ou coopérative, tandis que Gabrielle Huppé est finaliste dans la catégorie Femmes en mouvement des jardins. Audrey Bernard est propriétaire de 9 restaurants sur la Rive-Sud et dirige des entreprises qui génèrent plus de 35 millions de dollars par an et emploient près de 700 personnes. Gabrielle Huppé, de son côté, s'est démarquée en tant que leader dans l'économie circulaire textile avec son entreprise Next Chance fondée en 2020. Les lauréates seront connues lors du gala du 14 novembre au Palais des Congrès de Montréal. J'en profite pour vous inviter à nous soumettre les enjeux qui touchent votre municipalité. Ce bulletin d'information a pour objectif de témoigner de ce qui se passe dans la vallée du Richelieu et c'est à vous de vous approprier votre télévision régionale. Devenez des acteurs de ce changement en communiquant avec nous par courriel à l'adresse info@tvr9.com. Voilà ce qui complète votre tour d'horizon dans la vallée du Richelieu. Nous avons reçu une bonne nouvelle cette semaine, à savoir que Covabar avait eu une subvention du ministère de l'Environnement, un peu plus de 700 000. Alors, pour nous en parler, je m'entretiens avec Sylvain Lapointe, directeur général de Covabar. Alors, Sylvain, parlez-nous un petit peu de cette subvention.
Eh bien, merci Mme Bergeron de nous donner l'opportunité d'en parler. Effectivement, c'est 738 000 sur 3 ans. Bonne nouvelle en soi, mais malgré tout, qui est dans le fond une somme récurrente et qui n'a pas été indexée non plus depuis 2018. Alors, c'est ce qui fait que ça nous permet, oui, d'avoir notre subvention de base, nos budgets de base, mais nous sommes obligés, d'une certaine façon, pour pouvoir complémenter avec des travaux. C'est ce qui fait que le Covabar, dans le fond, est un organisme d'économie sociale. Donc, nous faisons des travaux avec les municipalités, des producteurs agricoles, dans le fond, sur l'ensemble de notre territoire. Parlant de territoire, pouvez-vous me brosser le portrait de celui-ci? Notre territoire s'étend des lignes américaines à partir de la Colle jusqu'à Sorel dans l'axe de la rivière Richelieu et également de Brasseur à Sorel dans l'axe du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est ce qui fait qu'on a un territoire quand même qui est de 66 municipalités réparties dans 8 MRC, l'agglomération de Longueuil, et pour ajouter une couche de réglementation, la communauté métropolitaine de Montréal par-dessus. Alors, dans le fond, l'ensemble de notre territoire, actuellement, on représente 66 de la Montérégie, soit 11 de la population du Québec qui est sur notre territoire. Pouvez-vous me décrire un peu les tâches que vous faites normalement? Bien, les principales tâches sont des aménagements de bandes riveraines. On travaille beaucoup en agro-environnement, de concert avec l'UPA de la Montérégie et les producteurs agricoles. On fait également de l'aménagement de cours d'eau. On fait aussi du contrôle d'espèces exotiques envahissantes. Exemple, sur la rivière du Sud, dans la région, dans le coin d'Henryville, on fait l'arrachage de châtaignes d'eau depuis déjà 5 ans. Alors, on contrôle la châtaigne dans la rivière Richelieu et la rivière du Sud. Autre exemple également de ce qu'on fait, c'est le plan de protection des sources d'eau potable actuellement sur lequel on travaille. Donc, un grand plan Richelieu de la Colle à Sorel, de nos 11 usines de filtration d'eau, duquel justement on travaille un plan de protection qui sera déposé éventuellement aux municipalités. Alors, tous ces travaux nous permettent d'aller chercher des fonds supplémentaires qui permettent de complémenter, dans le fond, notre subvention de base, qui, comme je le disais précédemment, n'a pas été indexée depuis 2018. Alors, ça nous permet quand même de maintenir notre mission, d'une certaine façon, qui nous est donnée par le ministère de l'Environnement. Mission qui s'agrémentera dans les prochaines semaines, justement, de la remise en place de notre table de concertation, puisqu'avec le temps, la table de concertation avait été créée au début du Covabar en 2000, et avec le temps, pour une question de facilité, avait été intégrée au conseil d'administration, mais là, pour, dans le fond, le prochain PDE, notre prochain plan directeur de l'eau, le ministère nous a demandé d'avoir une table de concertation distincte du conseil d'administration, donc ce à quoi on va s'appliquer dans les prochaines semaines. OK. Parlant de table de concertation, est-ce qu'il y en a plusieurs tables avec lesquelles vous allez travailler et le projet va s'étirer sur combien de temps? Bien, le PDE comme tel, dans le fond, il y a une table de concertation pour l'ensemble du territoire, mais on quand même, dans notre vision, on divise le territoire en 5 sous-régions, soit le Haut-Richelieu, la vallée du Richelieu, le Bas-Richelieu, la région de Longueuil et la MRC Marguerite-Diouville. Donc, parmi ces régions proviendront des gens du monde municipal, économique, communautaire, également du milieu autochtone. Et le mandat de la table de concertation verra à l'application du PDE et sa mise en jour également pour 2034. Donc, vous allez travailler pendant plusieurs années avec ces gens-là. Comme je comprends bien, ce sont des spécialistes. Est-ce que tous les autres organismes seront présents aussi? Bien, on souhaite effectivement des gens qui vont pouvoir représenter leur secteur pour pouvoir amener réellement leur expertise autour de la table de concertation, parce que le but est de travailler sur, dans le fond, les problématiques qui ont été identifiées. Je donne 2 exemples. La qualité de l'eau, également les conflits d'usage. Alors, on sait que la rivière Richelieu est quand même un grand terrain de jeu, mais c'est aussi la source d'eau potable de 300 000 personnes. Alors, on a tout intérêt, dans le fond, à la protéger et la mettre en valeur également. Et est-ce que vous avez d'autres organismes qui vous donnent aussi des subventions? Là, on a parlé du provincial. Est-ce qu'au fédéral, vous avez des subventions aussi? Bien, on reçoit des projets, justement, de pêche et océan Canada. Et là aussi, ça nous amène une technicalité administrative supplémentaire. Parce que comme c'est des fonds du fédéral, on doit se soumettre à la procédure du M30. On se rappellera dans les dernières semaines des organismes de Chambly et de Montréal qui ont vécu des problèmes avec le M30. Alors, on est soumis à ça. Ça fait en sorte qu'on reçoit nos subventions un peu plus tard et qu'on doit également aller sur notre marge de crédit, alors qu'on pourrait investir, dans le fond, ces argents-là pour des projets beaucoup plus concluants. Bien, un grand merci, M. Lapointe de Covabar. J'ai débuté mon mandat à l'École secondaire de Chambly à la mi-avril dernier, donc c'est tout récent. Par contre, j'avais déjà œuvré à l'École de Bourgogne au primaire, donc je connais bien quand même le secteur de Chambly, puis je souhaitais revenir dans le secteur que j'aime bien.
La construction a pris environ 5 ans. Je sais que les délais ont été repoussés au moins à une occasion, qui fait que certains élèves qui croyaient pouvoir terminer leur secondaire, parce que c'est l'idée première de cet agrandissement-là, est que nos élèves puissent poursuivre leur secondaire jusqu'à la toute fin, jusqu'à 5e secondaire, chose qu'on était incapable de faire étant donné la grandeur de l'école que nous avions avant. On a terminé en juin dernier avec une population de 930 élèves de première à 3e secondaire. Et cette année, on accueille des élèves de première à 4e secondaire et nous avons 1300 élèves présentement à l'école. À l'École secondaire de Chambly, nous recevons les élèves de Chambly et de Carignan. Et à compter de l'an prochain, une nouveauté, nous allons recevoir également les élèves de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. À partir les élèves qui vont quitter leur 6e année vont entrer en première secondaire ici à l'École secondaire de Chambly. Donc, le projet est effectivement de faire vieillir nos élèves. Donc, nos élèves de 3e secondaire de l'an passé sont restés à l'école, contrairement aux années antérieures où nos élèves migraient vers l'École secondaire du Mont-Bruno pour faire leur 4e et 5e secondaire. Maintenant, ils restent avec nous en 4e secondaire. Et l'an prochain, mais nos élèves qui sont en 4e cette année vont poursuivre pour leur 5e secondaire à l'école. Donc, tout simplement, c'est nos élèves, on fait vieillir notre population à même l'école. Dans notre tout nouvel agrandissement, on a vraiment des espaces très grands, très ouverts. D'ailleurs, vous pouvez sûrement voir derrière moi à quel point c'est grand. Nos nouveautés à l'école, ce que nous n'avions pas avant, entre autres un amphithéâtre, des espaces communs pour les élèves à tous les étages. Nous avons également des locaux collaboratifs que nous appelons, ce sont des locaux où des élèves peuvent se regrouper en petits groupes pour pouvoir faire des travaux. On en a de différentes grandeurs, pour 4 élèves, pour 8 élèves, pour 16 élèves. On a également un nouveau local avec une cuisine intégrée qui nous permet cette année de faire du parascolaire, mais éventuellement dans nos projets, nous aimerions avoir un projet qui inclut la cuisine comme cours académique. On a évidemment des gymnases de plus, chose que nous n'avions pas. Une belle salle de musculation, mais en fait, c'est un plateau qui sert pour différentes choses, mais entre autres, une salle de musculation qui va être complète. Grosso modo, c'est ce que nous avons de particulier là, qui peut-être ne se retrouve pas dans les autres écoles. Une des classes est conçue pour accueillir minimalement 32 étudiants, mais on peut monter jusqu'à 34. En fait, si on veut respecter les conventions qui nous disent que en 3e, 4e, 5e secondaire, normalement, le maximum d'élèves est 32. Ça arrive des fois qu'on doit dépasser un peu le ratio d'élèves dans une classe. Donc, on est capable, dans la majorité des classes, d'accueillir au moins 34 élèves. Cette année, je pense que l'attrait de la nouvelle bâtisse, l'attrait d'aller vers la 4e secondaire, mais ça a attiré quand même pas mal d'enseignants. On a commencé l'année, on était complet au niveau du personnel enseignant. On est très content de ça. Évidemment, on jongle avec des particularités d'enseignants qui n'ont pas leur qualification légale, mais qu'on accompagne là, au quotidien là, pour leur permettre une entrée en profession qui est harmonieuse puis qui fonctionne bien avec les élèves. Ça demande énormément de changements de la part de l'équipe cette année. On était dans un ancien bâtiment avec des habitudes. On s'en vient dans une surface qui est à peu près 4 fois plus grande que ce que nous avions avant. Ça change énormément d'habitudes, ne serait-ce que sur les déplacements que ça demande, la quantité de personnel qui a augmenté énormément. On a augmenté de 33 là, notre personnel. On est passé de 90 à 120, 130 personnes. Ça demande toute une collaboration puis une cohésion d'équipe, puis on l'a. C'est vraiment merveilleux. Les gens ont été accueillants envers les nouvelles personnes qui se sont joints à l'équipe et font preuve de souplesse dans tout ce qu'il faut aménager de nouveau ou modifier de ce qui était de nos habitudes antérieures. Le défi majeur, je dirais, c'est de poursuivre à bien habiter les lieux, d'avoir la surveillance adéquate un peu partout, mais aussi, on va avoir le défi de tout ce qui va être le réaménagement de l'ancienne partie, parce que l'idée, c'est qu'on va habiter éventuellement les 2 parties de l'école. Donc, il y a tout ce projet-là qui s'en vient aussi, qui va être dans les cartons dans les prochaines années. Donc, il y a quand même des bons défis qui s'en viennent encore.
On reçoit aujourd'hui Audrey Schenck, qui est propriétaire de l'entreprise Blue Eden, qui accompagne des petites entreprises à se numériser et à améliorer leur sécurité informatique. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Pour ceux qui nous regardent, qui ont une petite entreprise ou qui connaissent quelqu'un qui en a une, quelles sont les premières étapes lorsqu'on essaie d'améliorer l'informatique dans notre entreprise? Bien, déjà, une chose que je peux dire, là, c'est de s'enlever de la tête nécessairement que ça va coûter cher et que ça va être compliqué. Il existe vraiment des solutions pour les petites organisations pour les aider à travers ça. Une des premières étapes qu'on parle beaucoup en sécurité de l'information, c'est la double authentification. Et ça, c'est quoi ça, la double authentification, Audrey? C'est-à-dire que, par exemple, la façon traditionnelle de se connecter à un logiciel ou une application, c'est avec un utilisateur et mot de passe. Combien de mots de passe? Bonjour, 1, 2, 3. Oui, bien déjà d'avoir une meilleure pratique au niveau des mots de passe, d'avoir des mots de passe plus longs et complexes. Mais outre ça, de dire, ça se peut que notre mot de passe y ait fuité sur le dark web ou une source d'information malicieuse. Donc, de dire, bien, je dois reconfirmer que c'est bien moi qui est en train de me connecter. Et bien sûr, dans le doute, bien, si je n'ai pas demandé de connexion, bien, je ne dois pas l'approuver non plus. Donc, par exemple, quand on accède à notre logiciel de comptabilité, le logiciel va nous demander sur notre téléphone de rentrer un code. Oui, téléphone, application d'authentification, un appel aussi également est possible. Ça ne fait pas toute la sécurité, mais c'est un moyen supplémentaire parce que la sécurité fonctionne en pelure d'oignon. Il faut en mettre toujours une petite couche de plus. Qu'est-ce qu'on fait avec les informations sensibles? Il y a une nouvelle loi justement pour la protection des informations. Quand on est une petite entreprise, justement, on a quelques petites informations sensibles. On fait quoi avec ça? Comment on se protège? Bien, une des choses aussi, c'est de penser à est-ce qu'on a besoin d'avoir cette information sensible-là? Tu sais, des fois, on a tendance à avoir des formulaires où est-ce qu'on demande nom, adresse, numéro de site, tata, mais on s'entend, on n'a pas toujours besoin de ça dans le cadre de nos mandats ou de nos opérations. Fait que déjà, à la base, de dire est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ça pourrait simplifier beaucoup les processus. Puis ensuite, se dire, bon, où se trouvent ces différentes informations-là? Par exemple, on parle beaucoup du nuage, de l'info nuagique. Si on fait juste mettre nos documents sur une plateforme sur le nuage puis qu'elle n'est pas suffisamment sécurisée, c'est pas plus d'avance. Au même titre que si j'ai un disque dur externe, s'il n'y a pas certaines choses qui ont été mises en place, comme de l'encryption ou de la surveillance d'accès aux fichiers, ça ne donne pas grand-chose. Donc oui, ça, exemple de sécuriser notre nuage, c'est possible. C'est sûr que ça prend des gens qualifiés généralement pour le faire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui coûte des dizaines de milliers de dollars. OK. On peut faire avec des grosses plateformes, par exemple, des Google ou des Microsoft. Eux en ont des nuages. Est-ce que c'est plus sécuritaire ou il faut quand même passer par le processus que vous venez de me parler? Il faut quand même passer par le processus parce que si, exemple, tu démarres une entreprise puis que tu ouvres un compte professionnel Google Workspace ou Microsoft 365, entendons-nous que oui, il y a des petites sécurités de base, mais c'est rarement suffisant. Fait encore une fois, c'est de mettre en place des choses qu'on appelle comme de l'accès conditionnel, donc de dire je peux me connecter, mais par exemple seulement si je suis au Canada, des choses comme ça, d'avoir des mots de passe robustes, on ne le répétera jamais assez, de changer régulièrement nos mots de passe, puis aussi d'avoir certains protocoles pour s'il y a quelque chose de louche un peu qui se passe dans l'environnement, d'être avisé. Puis, en fait, c'est toutes des bonnes réponses, puis c'est toutes des choses que autant des fois, au niveau technique, on a besoin d'aide, mais certaines choses peuvent être faites par la petite entreprise. Puis là, si jamais il y a un problème, là, puis là, les données fuient, y a-t-il quelque chose à faire avec ça ou on... Quand les données fuient, il est trop tard. On en parlait dans probablement une autre capsule. C'est sûr qu'il faut travailler en prévention. C'est pour ça qu'on parle de limiter les accès, donc de ne pas donner accès à tout le monde dans l'organisation. Tous les employés, sélectionner quelques employés pour faire des tâches plus névralgiques, par exemple? Exactement. Puis, parce qu'une fois que l'information sort, il est trop tard. Puis encore pire, c'est que des fois, ce qui pourrait arriver, c'est que les pirates de ce monde encryptent nos informations pour nous demander une rançon, donc pour faire de l'argent. Fait que là, d'où vient l'importance de la prochaine mesure, c'est d'avoir des sauvegardes fiables. Les gens pensent qu'en branchant une petite clé USB, rapidement, on copie les fichiers. Non, il faut vraiment s'assurer, on peut juste dormir l'esprit tranquille si on a une bonne sauvegarde.
Puis ça, autant il y a des choses qui peuvent être faites gratuitement par les utilisateurs, autant ils peuvent faire affaire avec une entreprise de soutien informatique pour ça. Merci beaucoup, Audrey Schenck. J'espère que vous avez répondu à plusieurs questions aujourd'hui. Vous avez l'entreprise Bleu Eden ici à Belleuil. Donc, je vous remercie de votre passage aujourd'hui. Merci Marc-Antoine. C'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps visionner notre programmation sur le site Internet de tvr9.com. Et je désire aussi vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de journalistes bénévoles de l'ensemble des municipalités de la MRC-VR afin de nous alimenter en sujets ou encore réaliser des reportages. Sur ce, bonne semaine!